Ses parents l'avaient vendue à cause de son infertilité, jusqu'à ce qu'un bûcheron solitaire, père de 4 enfants, la recueille. Elle est jolie, mais ne peut porter d'enfants. À quoi bon un arbre stérile? S'il te plaît, papa, non. La voix de Mable tremblait, tandis que son père la poussait en avant, la faisant trébucher au centre poussiéreux de la place du marché. Les hommes riaient, les femmes chuchotaient, les enfants regardaient, les yeux écarquillés, de derrière les jupes de leur mère. Le vent printanier charriait une odeur de fumier et de fumée. Mais rien n'était plus cuisant que la honte qui serrait la poitrine de Mable. Son père, autrefois un courtier en bétail respecté, n'était plus qu'un homme amer croulant sous les dettes. Il se tourna vers la foule. La moitié du prix d'un bœuf, braves gens. Elle sait cuisiner, coudre et se taire. Le premier qui a assez de pièces peut l'emmener ce soir. Les joues de Mable la brûlaient, pas seulement à cause du soleil, mais aussi à cause des souvenirs. Le souvenir de sa robe de mariée arrachée de son corps, d'avoir été traînée hors de la maison de son mari comme une voleuse. Elle avait passé 2 ans à essayer de concevoir, priant chaque nuit, avalant toutes les herbes amères que la sage-femme lui donnait. Rien. Et puis, d'un seul coup, son mari avait pris une autre femme, plus jeune, bruyante et rusée, qui baisait la main de sa belle-mère en déclarant qu'elle lui donnerait 5 fils, si le Seigneur le permettait. Mable n'avait même pas eu le droit de rester jusqu'au coucher du soleil. Il l'avait jetée dehors le jour même de l'arrivée de la nouvelle. Et la voilà, l'ourlet de sa robe couvert de poussière, sa fierté meurtrie, sans nulle part où aller. Personne? Aboya son père. Elle a 22 ans, toutes ses dents juste défectueuses à l'intérieur. Un silence s'installa, long et pesant. Puis la foule s'écarta. Des pas lourds, lents, déterminés. Un homme s'avança, grand, les épaules larges, sa chemise tachée de sève et de sueur. Son chapeau dissimulait la majeure partie de son visage, mais sa mâchoire était forte, ses mains rudes, et ses yeux, quand il les leva, n'étaient pas cruels. Simplement là. Silas ne dit rien. Il plongea la main dans les plis de son manteau et en sortit une bourse en cuir. Le cliquetis des pièces résonna sur la table. Pas de marchandage, pas de questions, juste assez pour faire taire les moqueries. Le père de Mable haussa un sourcil. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas remboursable? Silas regarda Mable un long moment, puis se tourna vers son père. Son temps des jugements est terminé. Ce fut tout ce qu'il dit. Puis il tourna les talons et s'éloigna, sans même vérifier si elle le suivait. Mable resta figé, les mains tremblantes. Était-ce vraiment mieux? Était-ce de la pitié ou juste une autre prison? La foule se désintéressait déjà, se dispersant. Son père la poussa. Allez, vas-y, tu es à lui maintenant. Elle ramassa sa sacoche, qui ne contenait presque rien d'autre qu'une paire de vieilles chaussures et un médaillon avec le portrait de sa mère, et suivit l'homme dans la poussière. Silas avait une charrette tirée par une mule attachée devant la forge. Il ne l'aida pas à monter, il attendit simplement. Quand elle fut enfin installée, il lui tendit une gourde. La route est longue. Elle but. L'eau avait un goût de fer blanc et de silence. Ils voyagèrent presque sans un mot, la prairie s'étirant de chaque côté, champs d'herbes sèches, clôtures penchées comme de vieux hommes, et un ciel qui semblait infini. Mable le regarda de côté plus d'une fois.
Son visage était buriné, mais pas vieux. 30 ans, peut-être moins. Pas d'alliance à sa main, juste une entaille sur une jointure et une écharde plantée dans le pouce. Pourquoi? Murmura-t-elle enfin. Pourquoi m'avez-vous prise? Il ne la regarda pas. 4 enfants, dit-il d'une voix neutre. Pas de mère, et pas le temps d'en trouver une selon les convenances. Le souffle de Mable se coupa. Alors, je suis une gouvernante? Non, juste quelqu'un qui ne soit pas cruel, c'est suffisant. La charrette tangua en traversant le lit d'un ruisseau. Son cœur battait à lui rompre les tempes. Ce soir-là, ils arrivèrent à une cabane nichée dans un bosquet de pins et de peupliers. Le porche était affaissé. Une roue de chariot était appuyée contre la grange. Des poules s'égaillèrent à leur approche. 4 enfants les épiaient derrière un rideau. 3 garçons, une fille, tous avec des joues rouges et de grands yeux méfiants. Voici mademoiselle Mable, leur dit Silas. Elle va rester ici. Le plus jeune garçon, à peine 3 ans, trottina jusqu'à Silas et lui serra la jambe. Silas le souleva d'une main et ouvrit la porte de l'autre. La chambre est à l'étage, dit-il à Mable. Il y a de l'eau chaude dans le seau. Elle monta les escaliers, les jambes flageolantes. Le lit était petit mais propre. Une unique fenêtre donnait sur le champ. Elle s'assit sur le bord et pleura doucement, sans un bruit. Elle n'avait pas choisi cela. Mais pour la première fois depuis des semaines, personne ne lui demandait pourquoi elle était brisée, et personne n'exigeait qu'elle soit autre chose. La cabane de Silas se dressait tranquillement à l'orée des bois, comme si elle avait toujours été là, née de l'écorce et du temps. Le toit était rapiécé avec des pots goudronnés. Le porche grinçait à chaque pas, et il n'y avait pas de porte d'entrée, seulement une couverture clouée au chambranle pour couper le vent. À l'intérieur, l'air sentait la résine de pin, le pain rassis et les chaussettes d'enfants. Les 4 petits n'étaient pas des saints. Ils étaient sauvages comme des chiots, prompts à se disperser, lents à faire confiance. L'aîné, Josiah, testait Mable avec des yeux plissés. Le second, Ellie, était plus bruyant, toujours affamé. La fille, Anna, s'accrochait au pantalon de son père comme une bardane. Et le plus jeune, Benji, ne savait pas encore dire son nom, mais suivait son ombre comme si elle était plus sûre que la sienne. Mable commença doucement. Elle fit bouillir de l'eau sur le poêle à bois, brûla la première marmite de haricots et pleura quand le pain ne leva pas. Elle reprisa des chaussettes avec des doigts qui n'avaient pas tenu une aiguille depuis des semaines. Elle parlait peu. Sa voix était encore trop fragile. Un après-midi, en essayant de soulever une marmite de ragoût, elle glissa et la renversa sur le sol dans un grand fracas. Le bruit effraya les poules dehors. Les enfants se figèrent. Mable contempla le désastre, horrifiée, certaine qu'une gifle ou un cri allait suivre. Mais Silas s'approcha simplement, s'accroupit, ramassa la marmite et dit « Ce n'est que du ragoût. » C'est tout. Pas de colère, pas de déception. Ce soir-là, assise sur le porche, elle essaya de ne pas pleurer à nouveau. Elle échoua. Plus tard, elle borda les enfants. Ses mains tremblaient un peu en tirant la couverture sur la poitrine de Benji. Il toussa. Hannah gémit et s'agrippa à elle. Elle essaya de fredonner une vieille berceuse, sa voix incertaine, vacillante comme la mèche d'une bougie mourante. Et puis, une tempête éclata. Le vent hurla, les arbres se courbèrent, et la petite Hannah fut prise d'une fièvre brûlante. Silas, qui pouvait manier une hache d'une seule main,
regardait l'enfant, impuissant, ne sachant que faire. Mable agit vite. Elle fit bouillir de l'écorce de saule, écrasa des feuilles de menthe, baigna le front de la fillette avec des linges frais, murmurant doucement toute la nuit. Ses mains ne s'arrêtèrent pas une seule fois. Elle ne dormit pas. Quand l'aube se leva, la fièvre était tombée. Anna ouvrit les yeux et marmonna quelque chose à propos de crêpes. Silas se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, sans rien dire. Mais sa mâchoire s'était détendue, ses épaules s'étaient affaissées. Il regarda Mable comme si elle venait d'accomplir un miracle. Mable, les yeux cernés et trop fatiguée pour sourire, hocha simplement la tête. Ce matin-là, après avoir habillé les enfants, elle descendit et vit une bouilloire sur le poêle. De la vapeur s'en échappait. Une tasse l'attendait à côté, et sur la table se trouvait un petit mot, écrit d'une main raide et maladroite. Merci. Elle sourit à nouveau. Pas de nom, pas de signature. Mais Mable sentit sa gorge se serrer. Elle s'assit sur le banc usé, tenant la tasse à deux mains. Le thé était fort et amer, avec un goût de pain, mais il lui réchauffa la poitrine. Elle regarda vers les bois, par la fenêtre. Quelque chose était en train de changer. Pas vite, pas bruyamment, mais réellement. On l'avait jeté comme un meuble cassé, vendu comme du bétail, jugé pour un ventre qui refusait de fleurir. Mais ici, dans cette cabane de guingois sans porte d'entrée, quelqu'un voyait ses mains, ses efforts, son attention, et non son échec. Cet après-midi-là, Benji s'approcha en trottinant, leva les bras et dit un mot, clair comme l'aurore. Mable. Et pour la première fois depuis des semaines, elle lui sourit en retour, non par obligation, mais par envie. Le printemps s'insinua lentement dans les pins, adoucissant le gel qui avait saisi la terre. Mable ne pleurait plus la nuit. Ses doigts retrouvèrent leur assurance, sa voix, sa fermeté. Elle commença à apprendre les lettres aux enfants en utilisant du charbon de bois sur de vieilles planches, les aida à écrire leurs noms et à fredonner des chansons simples. Elle montra à Hannah comment nouer un ruban dans ses cheveux et cousit des écharpes assorties pour chacun d'eux dans de vieux sacs de grains. Ils l'appelaient Mademoiselle May. Elle ne les corrigea jamais. Mais même si les jours se réchauffaient, la peur restait sous ses côtes, comme une échymose encore douloureuse. Un après-midi, Silas lui demanda de l'accompagner en ville pour chercher du sel et des clous. Il ne dit rien de plus, lui lança simplement les rênes comme si c'était sa place. Au magasin général, Mable descendit pendant que Silas faisait la queue pour les provisions. L'air était épais de commérage, comme d'habitude. Et puis une voix, vive et cruelle, trancha le brouhaha. Tiens, si ce n'est pas le fantôme stérile en personne. Mable se tourna lentement. Sa belle-mère se tenait devant l'étal de produits secs, s'éventant avec un journal plié. À côté d'elle se trouvait la nouvelle épouse, jeune, suffisante, portant des gants de dentelle et touchant son ventre d'un geste trop étudié. « C'est elle » demanda la jeune femme, assez fort pour que la moitié du marché l'entende. « Oui » ricana la plus âgée. « Jolie, mais maudite, incapable de nous donner ne serait-ce qu'un chiot braillard. »« Moi, je le ferai » dit la jeune femme, le menton haut. « Un grand garçon en pleine santé, et il portera le nom de la famille. Pas comme elle, inutile, comme un pot fêlé. » Les mains de Mable se serrèrent en poing le long de son corps. Elle ne dit rien, sa gorge était nouée par tout ce qu'elle ne leur donnerait pas. Les larmes, la douleur,
La honte. Elle se tourna pour partir. Alors, une main se posa sur son épaule. Silas. Il était sorti de l'ombre du magasin, la terre encore collée à ses bottes, ses yeux comme des nuages d'orage. Il regarda les deux femmes sans ciller, puis se tourna vers Mable, sa voix calme et basse. C'est la seule qui arrive à endormir ma fille, dit-il. La seule qui a appris à Benji à ne pas jeter de pierres. La seule qui donne à notre maison l'impression d'avoir un toit. Aucune des deux femmes ne répondit. Elles le dévisagèrent, simplement. Puis Silas emmena Mable, sans gaspiller un mot de plus. Mable resta silencieuse pendant tout le trajet du retour. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, elle confectionna une petite couronne avec les astères sauvages qui poussaient près du puits. Elle ne savait pas pourquoi. Elle avait juste besoin de créer à nouveau quelque chose de doux de ses propres mains. Des semaines passèrent. Puis les murmures commencèrent. La nouvelle épouse, si fière et si fertile, n'avait toujours pas d'enfant. Son ventre restait plat. Sa voix devint plus acérée. Elle refusa d'aller à l'église. Les murmures se transformèrent en rumeurs. Elle avait une liaison avec un postier. Le désespoir la poussa à un plan dangereux, simuler une grossesse par tous les moyens. Mais la vérité a une odeur tenace. Son mari découvrit tout. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Il la chassa, arracha les rideaux de la chambre d'enfant, maudit ses mensonges. Il vieillit de 10 ans en quelques jours. Puis, un matin, alors que Mable était en ville pour acheter de la farine, il apparut. Son ex-mari. Il avait l'air usé et ridé, son chapeau écrasé entre ses mains, la honte sur chaque ligne de son visage. Mable, dit-il d'une voix douce et brisée. J'ai eu tort. Je le vois maintenant. Tu es la seule femme qui ait jamais vraiment tenu à moi, la seule qui... Elle leva la main. Je me souviens du jour où tu as laissé ta mère me cracher dessus, le jour où tu m'as jeté comme un plat avarié, parce que mon corps ne pouvait pas faire ce que le tien ne pouvait pas non plus. Ha! Il déglutit, ses yeux fuyants. J'ai été un imbécile. Mable fit un pas en avant, la voix assurée. J'ai 4 enfants qui m'enlacent à mon réveil. J'ai un homme qui ne demande jamais ce que je ne peux pas donner, seulement ce que je veux partager. Ma maison est pleine, pleine de chaleur, de rire, de paix. Elle marqua une pause. Et je préférerais balayer les cendres pour Silas que de m'asseoir dans ton salon comme un trophée de porcelaine. Il ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Elle se détourna et s'éloigna. De l'autre côté de la rue, Silas se tenait debout, tenant un sac de riz. Il avait tout vu, tout entendu. Son visage n'exprimait aucune fierté, seulement quelque chose de plus profond, de la gratitude et de l'amour, né non pas de la pitié, mais d'un choix. Un choix renouvelé chaque jour. Le ciel était strié de cendres et d'orange. Un crépuscule las s'installant sur la vallée, quand Mable sortit vers le puits. Elle avait oublié de tirer de l'eau pour le matin. Les enfants dormaient. La nuit était calme. Elle ne remarqua pas l'homme tout de suite. Jed, le trappeur de la crête voisine, à moitié ivre comme d'habitude, appuyé sur le poteau de clôture qui bordait leur propriété. « Tiens, regardez qui voilà !» articula-t-il difficilement. « La jolie petite mule que Silas a ramenée du marché. Je te croyais stérile, mais j'ai entendu dire que tu élèves des enfants sans problème. » Mable se raidit. « Il est tard, Jed. Tu devrais rentrer chez toi. »
Il eut un petit rire gras. Je voulais juste jeter un œil. Silas te garde plus précieusement que sa bourse. Elle se tourna pour partir, mais il fut trop rapide. Sa main se referma sur son poignet, une main rude, sale, une poigne plus forte que nécessaire. Allons, allons, souffla-t-il, puant la sueur et le whisky. Tu nous dois bien un petit sourire, après tous ces ragots. Avant qu'elle ne puisse crier, avant qu'elle ne puisse se libérer, une ombre surgit de la grange, rapide comme l'éclair. Silas. Il fut là en un instant, sans un mot, sans un avertissement. Un seul coup de poing, net, rapide, droit sur la mâchoire de Jed. L'homme s'effondra dans la poussière comme une toile mouillée. Un instant, tout fut immobile. Même le vent semblait s'être arrêté. Silas se tenait au-dessus de lui, la poitrine soulevée. Du sang coulait de ses jointures. Mable le regardait, le cœur battant, mais pas de peur. Elle n'avait jamais vu Silas élever la voix, encore moins la main. Jed grogna sur le sol, mais Silas ne le regarda pas. Il se tourna vers Mable, les yeux sombres et sauvages. « Ça va ?» demanda-t-il à voix basse. Elle hocha la tête, mais ses yeux étaient embués. Ses mains tremblaient. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sans trop savoir pourquoi. Silas s'approcha, dénouant le foulard rouge de son cou. Doucement, il prit sa main, celle que Jed avait agrippée, et enroula le tissu autour de son poignet. « Personne ne te touche, » dit-il. « Pas sans ma permission. » Sa voix n'était pas en colère, juste ferme, définitive. Puis il regarda sa propre main, meurtrie, ensanglantée, et secoua la tête. « Maudit imbécile !» marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. De retour à l'intérieur, Mable nettoya ses jointures. Elle utilisa de l'eau bouillie et un morceau de mousseline propre. La pièce était silencieuse mais pleine, pleine de tension, de quelque chose d'indicible. « Tu n'aurais pas dû, » dit-elle doucement. Il serait parti. Silas la regarda, ses yeux s'adoucissant. « Il n'aurait pas dû te saisir. » Elle tamponna le sang. « Quand même, tu n'aimes même pas te battre. » « J'aime encore moins voir quelqu'un te faire du mal. » Elle cligna des yeux, le souffle court. « J'ai pleuré, » avoua-t-elle. « Mais pas parce que j'avais peur, parce que personne n'a jamais pris ma défense comme ça. » Il ne dit rien, la regardant seulement comme si elle était quelque chose de délicat, mais pas fragile, quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Quand elle eut fini, elle se recula. Il plia les doigts. « Merci, » dit-elle. Silas haussa les épaules. « Je crois que je ne veux pas d'un monde où des gens comme lui pensent pouvoir te parler de cette façon. » Elle sourit, un sourire petit et reconnaissant. Son poignet lui faisait encore mal, mais son cœur, pour la première fois depuis des années, se sentait protégé. Dehors, les étoiles étaient vives et perçantes. À l'intérieur, un homme qui n'élevait jamais la voix avait finalement levé la main pour elle. Et elle, une femme à qui l'on avait toujours dit qu'elle était trop insignifiante pour compter, avait été protégée comme un trésor. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était la forme que l'amour pouvait prendre. C'était un matin de gel, le genre de givre qui s'accrochait au poteau de clôture et rendait le souffle visible. Mable pétrissait la pâte dans la cuisine quand un cri retentit dans la cour, un cri aigu, perçant, et sans aucun doute celui de l'un des enfants. Elle laissa tomber le bol, la farine s'envolant dans l'air comme de la neige, et courut pieds nus sur la terre battue. Caleb, le plus jeune fils de Silas, était affalé près du tas de bois. Sa jambe était tordue sous lui dans un angle anormal.
La hache gisait à côté, sa lame striée de rouge. Oh mon Dieu, murmura-t-elle en tombant à genoux. Silas était déjà là, le visage crispé, le bras ferme, tandis qu'il soulevait doucement le garçon. Va faire bouillir de l'eau, dit-il, la voix calme mais pressante. Apporte les bandages du garde-manger. Elle courut, le cœur battant à tout rompre, ses mains maladroites de précipitation. Quand elle revint, Silas avait allongé le garçon sur la table de la cuisine. Son pantalon était découpé à la cuisse. Le sang suintait d'une longue et vilaine entaille. Les mains de Mable tremblaient, tandis qu'elle pressait le linge sur la blessure. Caleb cria, son visage pâle. « Je sais, mon chéri, murmura-t-elle, la voix brisée. Je sais que ça fait mal, tiens bon. Ses larmes tombaient sur la jambe du garçon pendant qu'elle s'affairait. Ses doigts se tachèrent de rouge, tandis qu'elle nettoyait, bandait, nouait. Elle priait à chaque nœud, à chaque murmure. Puis, une toute petite voix, à travers des dents serrées. « Ne pleure pas, maman. » Elle se figea. Le mot flotta dans l'air chaud et humide. « Maman. » Caleb la regarda, les lèvres tremblantes. « Tu fais les meilleurs biscuits. Tu chantes doucement comme le faisait ma vraie maman. » Mable lui caressa la joue d'une main tremblante, les larmes coulant maintenant librement. Plus tard, quand le garçon se reposa, la jambe surélevée, les autres enfants se rassemblèrent près du feu. L'un lui apporta une couverture. Un autre lui offrit un cheval de bois sculpté. « Papa a dit que tu restais, » dit l'enfant du milieu, une fillette aux taches de rousseur et au front sérieux. « Ça veut dire que tu es notre maman maintenant ?» Mable ne put parler. Elle se contenta de hocher la tête, et ils n'eurent pas besoin de plus. À partir de cette nuit-là, ils l'appelèrent maman spontanément. Ce n'était pas bruyant, pas cérémonieux, juste vrai. Un nom né de l'amour et non du sang. Silas observait tout en silence. Il voyait la façon dont elles tenaient leurs mains quand ils avaient peur du noir, la manière dont elles tressaient les cheveux avec soin, la douceur qui naissait dans son regard lorsque l'un d'eux murmurait son nom. Cette nuit-là, après que la maison se fut tue, Silas sortit sur le porche où elle était assise seule sous les étoiles. Il resta là un long moment avant de parler. « Je n'ai jamais été doué pour les mots, tu le sais. » Elle leva les yeux. « Tu en dis assez. » Il hocha la tête. « Quand j'ai posé l'argent sur ce marché, je pensais te donner une porte de sortie, mais je n'ai jamais cru avoir le droit de te retenir. » Ma belle se tourna, le cœur battant. « Je me suis dit que tu partirais une fois que tu aurais repris pied, » continua-t-il. « Et si c'est ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas. Je ne te retiendrai pas à cause de ce qui a commencé comme une vente. » Elle le fixa, chaque muscle de son corps tremblant, non de peur, mais de quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus tendre. « Avant, je pensais que l'amour, c'était d'être choisi au premier regard, » dit-elle doucement. « Mais j'ai appris quelque chose de mieux. Être choisi de nouveau, une fois que l'on vous a vraiment vu. » La mâchoire de Silas se contracta. « Si tu ne me renvoies pas, » ajouta-t-elle, « alors je ne pars pas. » Le porche grinça sous ses pas alors qu'elle s'avançait vers lui et prenait sa main calleuse. « Je n'ai peut-être pas fait ces enfants, » dit-elle. « Mais ils ont fait de moi quelque chose que je pensais ne jamais être. Et toi, tu m'as laissé l'être sans rien exiger en retour. » Il la regarda alors, non avec désir, non avec culpabilité,
mais avec admiration, comme si c'était elle qui l'avait sauvé. Je voulais juste que tu sois en sécurité, dit-il. Et maintenant, je veux plus que la sécurité, répondit-elle. Il la serra doucement dans ses bras, non comme un homme réclamant son prix, mais comme un homme à qui l'on avait donné une seconde chance, et qui était assez sage pour la tenir avec douceur. À l'intérieur, le feu crépitait doucement. Dehors, le givre rampait sur le sol. Mais entre eux, une chaleur grandissait, une promesse silencieuse, bâtie non sur le sang, mais sur le sentiment d'appartenance. Le soleil du matin filtrait à travers les pins, dorés et doux, tandis que ma belle marchait main dans la main avec l'aîné des enfants de Silas sur le chemin de terre qui menait à l'école à classe unique. Sa main était petite mais ferme dans la sienne, chaude de confiance. Il avait 10 ans, les yeux vifs, avec un sourire narquois qui lui donnait souvent d'envie de le gronder et de lui embrasser le front. Aujourd'hui, cependant, il était silencieux, peut-être nerveux. Il serrait son livre de lecture comme une bouée de sauvetage. Quand ils atteignirent le petit bâtiment, le maître, un homme grand et mince avec des lunettes trop grandes pour son nez, les accueillit à l'intérieur. Nous mettons juste à jour la paperasse, dit-il poliment, feuilletant quelques formulaires. Je dois juste finaliser le registre des naissances, madame. Ma belle hocha la tête, lissant le col du garçon. Quel est ton nom complet, mon garçon? Demanda le maître. Le garçon se redressa. Thomas Jennings. Et le nom de ta mère? Il y eut une pause. La plume du maître resta en suspens. Ma belle retint son souffle. Thomas leva les yeux vers elle, puis de nouveau vers le maître, sa voix claire et assurée. Ma belle Silas. Elle cligna des yeux. Son cœur sembla s'arrêter un instant. Est-ce le nom d'épouse de votre mère? Demanda le maître, légèrement confus. Thomas hocha la tête avec un sérieux trop vieux pour son âge. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le maître, peut-être habitué aux complexités des familles de la frontière, se contenta de l'écrire et de sourire. Très bien. Ma belle Silas, donc. Ma belle sentit la piqûre derrière ses yeux longtemps après qu'ils furent ressortis. Elle avait porté de nombreux noms dans sa vie. Mabel Barnes, fille d'un homme qui l'avait vendue. Mabel Jennings, épouse d'un homme qui avait rejeté son ventre avant son cœur. Mabel Rien, chuchotée dans son dos au marché. Mais ce nom-là n'avait été donné ni par la loi, ni par un homme. Il avait été prononcé par un enfant sans raison de mentir, sans besoin de flatter. Juste la vérité. Quand ils retournèrent à la cabane, l'odeur de fumée et de pain les accueillit. Silas était à table, sculptant quelque chose de petit, un oiseau peut-être. Il leva les yeux vers elle avec un léger grognement. Le garçon s'en est bien sorti. Il a fait plus que bien s'en sortir, murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle pliait le linge près de la cheminée, Silas s'approcha et posa quelque chose à côté d'elle. C'était un carnet relié de cuir, ses pages propres et intactes. Il s'assit près d'elle, les mains posées sur ses genoux. Je n'ai pas grand-chose à offrir qui ne soit couvert de sève ou de terre, dit-il lentement. Mais je me dis que si quelqu'un a mérité une page blanche, c'est bien toi. Elle ouvrit le carnet, passa ses doigts sur la première page, vierge, prête. Avant, je rêvais de tout recommencer, dit-elle. Mais je n'ai jamais pensé que j'écrirais l'histoire moi-même. Silas hocha la tête. Tu écris ce que tu veux ou rien. Il est à toi. Elle le regarda. Le liras-tu? Seulement si tu me le permettes. Elle se tourna de nouveau vers la page, tenant le stylo comme une promesse.
Et lentement, avec des traits délibérés, elle écrivit. Aujourd'hui est le premier jour où j'ai été aimée sans avoir eu à donner la vie. Elle ne leva pas les yeux en écrivant. Elle n'en avait pas besoin, car la chaleur à ses côtés, la confiance tranquille dans la cabane, la façon dont Thomas avait prononcé son nom, tout cela était réel. Quand elle eut fini, Silas prit doucement le stylo de ses doigts et le posa. Il se pencha en avant, pressant doucement son front contre le sien. Merci, murmura-t-il. Pourquoi? D'être resté assez longtemps pour qu'on puisse t'aimer comme il faut. Et dans cette pièce calme, chauffée par le feu, la femme autrefois vendue pour moins qu'une vache renaissait, non par la loi ou le mariage, mais par quelque chose de plus profond, de plus vrai. La chaleur s'abattit sur la terre comme une malédiction. La pluie n'avait pas touché le sol depuis plus de 7 semaines. Les abords autrefois verdoyants de Cross Hollow étaient maintenant cassants et craquelés, comme si la terre elle-même avait oublié comment respirer. Les arbres s'inclinaient en silence. Le ruisseau derrière la maison, jadis animé par les grenouilles et les rires, s'était réduit à un filet boueux. Les récoltes se fanaient sous le soleil implacable. Le maïs mourut le premier, puis les haricots. Silas ne disait pas grand-chose, mais ses épaules portaient plus de poids chaque jour. Il travaillait plus longtemps, mangeait moins, et rentrait avec de la terre dans les cheveux et la défaite dans les yeux. Mabel regardait les enfants compter les pommes de terre comme des billes. Elle entendait leurs estomacs grogner la nuit, bien qu'aucun ne se plaignît. Même le plus jeune avait appris à être courageux quand il n'y avait plus rien à pleurer. Mais Mabel n'accepterait pas le silence, pas cette fois. Elle se levait avant l'aube et remplissait chaque seau, chaque pot et chaque bassine avec l'eau du puits le plus profond. Puis elle nouait un foulard sur ses cheveux, enveloppait ses mains dans du tissu et marchait vers le jardin mort. Elle creusait, même quand la terre était dure comme la pierre. Elle ouvrait le sol, le retournait, faisait de la place pour les racines, même là où la vie semblait malvenue. Les autres ouvriers la regardaient. Certains secouaient de la tête. Quelques-uns proposèrent leur aide, mais elle refusa. C'était son combat. Chaque matin, elle arrosait la parcelle. Chaque soir, elle vérifiait la terre. Quand les feuilles s'affaissaient, elle chantait de vieilles berceuses en versant doucement de l'eau à leur base. Un après-midi, Silas entra en titubant, le visage pâle, les genoux flageolants. Elle le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Juste fatigué, râla-t-il en la repoussant. Mais elle sentit la chaleur sur sa peau. Il brûla de fièvre pendant 2 nuits. Mabel resta à ses côtés, épongeant la sueur de son front, lui donnant du bouillon à la cuillère, entre 2 quintes de tout. Elle parlait doucement, des histoires de collines vertes et de pain chaud, bien que sa voix tremblât de peur. Une nuit, alors que le vent hurlait comme un fantôme contre les volets, Silas se tourna dans son sommeil. Sa main s'agita à l'aveuglette, et il murmura « Ma belle, ne me quitte pas, pas toi non plus. » Elle eut le souffle coupé. Elle se pencha, ses lèvres effleurant sa tempe. « Je ne vais nulle part, » chuchota-t-elle. « Pas quand on a besoin de moi, et ici, on a besoin de moi. » La fièvre tomba à l'aube. Quand il ouvrit les yeux, elle était là, les cheveux défaits, une tache de terre sur la joue, les mains rêches à cause de la houe, mais toujours aussi chaudes. « Tu as une sale tête, » croissa-t-il. Elle rit. « Tu devrais voir la tienne. » Dehors, le jardin n'était pas mort. Pas encore. De minuscules pousses vertes commençaient à percer, cherchant la vie. Une semaine plus tard,
l'un des garçons entra en courant en criant « Maman, il y a une tomate !» Mabel se précipita dehors. Elle était là, rouge et têtue, accrochée à une vigne comme pour défier le soleil lui-même. Silas suivit lentement. Il se tint à côté d'elle, fixant ce fruit unique. « Comment ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle le regarda. « Tu m'as appris que tout ce qui vaut la peine d'être gardé ne vient pas facilement. » Il baissa les yeux sur ses mains couvertes d'ampoules. Puis, sans un mot, il se pencha et embrassa chaque jointure, aussi doux que la pluie. Cette nuit-là, ils partagèrent cette tomate entre 6 personnes. Elle fut coupée en tranches plus fines qu'une pièce de monnaie, mais chacun jura que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. Plus tard, alors que le feu crépitait et que les enfants dormaient en tas emmêlés sur le sol, Silas prit sa main. « Il ne me reste pas grand-chose à donner, » dit-il. « La terre nous abandonne, ma force s'amenuise. Tout ce que j'ai, c'est cet endroit, ces enfants, et toi. » Elle se tourna vers lui, son sourire doux. « Alors c'est plus que suffisant, parce qu'avant toi, j'avais un nom que personne ne voulait prononcer. Maintenant, j'ai un jardin qui se souvient de mes mains, des enfants qui m'appellent à la maison, et un homme qui me demande de rester, même dans la sécheresse. » Silas embrassa de nouveau ses jointures. « Tu n'as jamais eu besoin de pluie pour faire pousser quelque chose de beau. » Et dehors, sous un ciel qui attendait encore de pardonner, le jardin respirait, vivant, essayant toujours, tout comme elle. Les années passèrent, mais le vent sur la colline ne changea jamais. Il portait toujours l'odeur de la terre sèche, des aiguilles de pin cuisant au soleil et la douceur faible et tenace des feuilles de moutarde qui poussaient contre vent et marée. Le jardin de Mabel, autrefois une poignée de graines sur un sol craquelé, s'étendait maintenant largement derrière la maison. Il n'était ni grandiose ni ordonné. Il se pliait avec le vent, poussait en ligne tordue, débordait sur les rochers et sur le chemin. Mais il était vivant, il était à elle. Et chaque matin, Silas se tenait sur le porche, les mains derrière le dos, la regardant s'en occuper. Il ne parlait jamais pendant qu'elle travaillait. Il restait juste là, silencieux comme toujours, comme s'il observait la preuve que les miracles n'avaient pas besoin de voix fortes pour éclore. Puis, un printemps, les hommes arrivèrent. Des hommes du gouvernement en bottes propres et chapeaux sans poussière, tenant des cartes et des promesses. « Il y aura un chemin de fer, » dit l'un d'eux, « juste à travers cette colline. Nous payerons un bon prix. » Mabel se tenait silencieuse à côté de Silas, les doigts crispés sous son tablier. « Pensez à ce que vous pourriez offrir à vos enfants, » ajouta l'homme. « Une vraie maison, pas seulement de la terre et des histoires. » Silas regarda par-delà eux, par-delà les papiers, les costumes et les sourires faciles, vers le jardin. Les plantes se balançaient doucement dans la brise. Il vit la clôture qu'il avait construite de ses propres mains, la balançoire que Mabel avait accrochée au chêne, les pierres marquant l'endroit où le chien avait été enterré, le banc sculpté où il s'était assis ce premier hiver difficile. Tout ce qui lui avait jamais vraiment appartenu se trouvait là. « Non, » dit-il simplement. Ils essayèrent à nouveau, mais il leva une main. « Je ne bouge pas, cette terre n'est pas à vendre. » Plus tard dans la soirée, Mabel et lui clouèrent un panneau en bois au bord de la route. On pouvait y lire « Pas à vendre. On a un jour permis à quelqu'un de rester ici, cela suffit. » La nouvelle se répandit dans la ville.
Certains se moquèrent de lui. D'autres hochèrent la tête en silence, comprenant plus qu'ils ne le disaient. Les années passèrent. Leurs enfants se marièrent, ramenèrent des petits-enfants. La maison se remplit de bruit, d'odeur de pain cuit et du martèlement de petits pieds. La vie s'enracina dans la colline, profonde, stable, invisible de loin, mais inébranlable. Et le jardin ne mourut jamais. Même en cas de sécheresse, il revenait. Plus seulement des feuilles de moutarde, mais des haricots, du maïs, des oignons, des tournesols assez grands pour se cacher derrière. Un après-midi d'automne vif, un petit-fils demanda à Silas, « Grand-père, pourquoi ne l'appelles-tu jamais simplement le jardin de ma belle ?» Silas emmena le garçon jusqu'au portail et montra l'arche au-dessus. Là, soigneusement gravés dans le bois, se trouvaient les mots. Elle ne portait pas mon sang, mais elle a donné naissance au reste de ma vie. Le garçon cligna des yeux. Tu veux dire qu'elle t'a donné un nouveau départ? Silas sourit. Elle m'a tout donné. Quand Mabel s'éteignit, ils l'enterrèrent au pied du jardin, sous le même arbre où elle avait autrefois accroché des carillons. Sur la pierre, Silas grava une seule ligne à la main. Ici a poussé tout ce qu'on ne lui a jamais donné et tout ce qu'elle a donné malgré tout. Il s'assit près de cette tombe chaque matin, jusqu'au jour où il ne sortit plus. Ils l'enterrèrent à côté d'elle, sous l'arbre murmurant. Le jardin ne cessa jamais de pousser. Et longtemps après que le chemin de fer eut contourné la colline, longtemps après que les hommes en costume eurent oublié pourquoi ils étaient venus, les voyageurs passaient encore devant la vieille clôture et lisaient le panneau. Pas à vendre, parce que parfois, un lieu se souvient de ceux qui refusent de partir. Parfois, les collines sèches fleurissent pour ceux qui ont choisi l'amour quand personne d'autre ne le faisait. Si cette histoire a touché quelque chose de silencieux et de vrai au fond de votre cœur, de la même manière que le jardin de Mabel a fleuri là où personne ne le croyait possible, alors vous êtes au bon endroit. Chez Histoire d'amour du Far West, nous vous apportons plus que de la romance. Nous vous apportons du courage, des sacrifices et ce genre d'amour qui naît de la poussière et survit à la sécheresse. Des histoires comme celle de Mabel et Silas nous rappellent que même les collines les plus oubliées peuvent abriter les racines les plus profondes. Si vous voulez plus de récits, de dévotion, de défis et d'espoir durement gagnés, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une seule chevauchée dans le cœur indompté de la frontière américaine. Parce qu'ici, l'amour n'est jamais facile, mais il en vaut toujours la peine.